Alors, moi, je suis un auto-entrepreneur et je suis en cours de création d'un- d'un- d'une société de conseil, je vais y arriver, pardon, autour de l'économie circulaire et sans doute plus précisément sur les achats circulaires, ayant été acheteur pendant longtemps avant. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène sur une session sur le facteur humain et tu serais contente si cette masterclass t'apporte quoi? Alors, pourquoi? Parce que dans ce que j'ai réfléchi dans mon offre et ma proposition, je veux d'abord passer par de l'éveil et faire comprendre aux entreprises ce que peut leur apporter l'économie circulaire. Et donc, du coup, je suis déjà adhérente de la fresque de l'économie circulaire pour pouvoir les animer. Et je me suis dit, ça serait cool d'avoir des outils supplémentaires pour gérer les personnes que j'aurai en face de moi, pour mieux savoir leur expliquer les choses. Et voilà, sans avoir à faire des grandes phrases ou des grands discours ou de rentrer dans des polémiques. Voilà, je voudrais des outils supplémentaires. Parfait. Alors, Julien est arrivé. Ensuite, il y a Caroline et Hélène qui viennent d'arriver pour se présenter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le facteur humain? Et ça serait bien que si cette session masterclass pouvait vous apporter quoi? Ok, vous m'entendez? On t'entend. Ouais, donc bonjour, c'est Julien. Alors, je suis chargé de performance d'amélioration continue dans mon entreprise et je suis aussi coach professionnel en auto-entreprise. Et donc, ce qui m'intéresse avec le facteur humain et particulièrement la fresque du facteur humain, c'est de pouvoir utiliser des outils qui permettent de comprendre le changement et d'aider les gens à rentrer dans le changement. Très très bien, c'est clair. Merci beaucoup. Hélène, Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, moi je viens là parce que je suis intéressée en fait par la fresque. Je fais des formations et du coaching en fait en individuel, beaucoup en fait sur l'aspect humain et je suis intéressée en fait pour avoir un outil complémentaire, notamment dans des démarches en fait voilà, d'intelligence collective et de compréhension globale. Bonjour Très très. à toi et Bonjour. bonjour à tous. Hélène. Salut à tous, bonjour Jérémy. Je m'appelle Hélène Schetting. J'ai écrit un livre qui s'appelle Putain de facteurs humains. Voilà, le sujet m'intéresse bien évidemment. Que vous dire? Moi, ma mission, c'est de remettre de l'humain dans les organisations. Donc autant vous dire que j'ai du job jusqu'en 2470. Voilà. Et donc mon quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants et les équipes à remettre de l'humain dans les organisations au travers d'ateliers, de conférences, etc. Allez, j'ai déjà trop parlé. Non, mais Merci. c'est intéressant parce que si tu as écrit un livre sur le sujet, je suppose que les personnes qui sont autour, dont moi, sont curieuses ou curieux de savoir quel est un peu le propos de ton livre. Ah, le propos de mon livre, eh ben, écoutez, c'est 9 chapitres dédiés à débunker les pratiques managériales toxiques, has-been, au travers de ce qu'on... J'ai beaucoup tensé... attendez, il est là mon bouquin, comme ça vous allez le voir. Je suis nulle, hein, je fais un peu de promo, hein, Jérémy, je suis désolée. Hein. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Mais on s'était déjà parlé, hein, Jérémy. Burnout, greenwashing, faux semblant. L'idée, c'est de débunker en fait les pratiques managériales has-been, d'expliquer comment on peut faire autrement et comment on peut aller, j'allais dire, dans l'entreprise avec le cœur beaucoup plus léger et comment on peut concilier finalement humanisme et performance, une performance sociale et économique durable. Parfait, parfait. Ben, merci, merci de nous partager ça et d'avoir passé du temps à débunker et proposer des solutions. C'est vrai qu'on est un peu perdu entre management bienveillant, burning floor.
Euh, ouais, c'est une pratique managériale qui consiste c'est un peu de soil is lava, vous savez, pour certains d'entre vous les plus jeunes. Bref, donc je fais des parallèles rapides, mais ouais, ça me parle bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer rapidement ce que c'est que nous sommes vivants pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, j'ai préparé un support masterclass qui, en fait, comment dire, est une mise en perspective historique du facteur humain dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, il y a une difficulté de penser effectivement que le facteur humain est le précieux facteur humain, euh, et que donc les gens peuvent changer de comportement. Euh, Ils ne sont pas mauvais par nature et donc l'humanité n'est pas un problème, le facteur humain est un bien précieux. Et enfin, atterrir sur la fresque du facteur humain, même si je vous la présenterai déjà assez rapidement dans les premières slides. Et donc l'invitation suivante sera de faire l'expérience de la fresque du facteur humain à travers des sessions découvertes de 3 heures. Et pour les formations, ça se passe sur les formations à l'animation, se passe via l'université du facteur humain, en sachant que je suis un des co-concepteurs, mais que la fresque du facteur humain est portée par l'association Université du facteur humain. Ça vous va? Donc il y a un petit côté descendant qui est assumé parce que c'est une masterclass. Les sessions il y a des personnes qui ont envie d'avoir le contenu théorique, de positionner les choses. Donc c'est l'objet de la masterclass. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience, effectivement, on la propose en ligne ou en présentiel. À la fois sur notre Hello Asso et celui de l'Université du Facteur Humain, où il y a énormément d'animateurs et de super sessions. Et ensuite vous inviter à vous former effectivement et sans vous former de repartir avec des éléments qui vous aideront à mettre l'humain au cœur des organisations telles que vous l'avez dit. N'hésitez pas à m'interrompre. Des fois une question ou une remarque peut aider la compréhension collective, donc n'hésitez pas. Donc oui, le sujet c'est le facteur humain, facteur clé de succès de la transition écologique. En sachant que pour nous, la transition écologique, c'est une démarche qui permet la mise en place d'un nouveau modèle économique, environnemental et social, de manière à répondre aux enjeux de notre siècle, dans une nouvelle relation à soi, aux autres et à la nature. Donc à retenir, écologie, c'est aussi bien l'environnemental que le social, et qu'aujourd'hui l'écologie rentre dans le dur, et qu'il faut bien adresser les enjeux économiques qui sont un sujet d'attention très très soutenu, dans un contexte géopolitique très compliqué. Au-delà de l'écologie, c'est l'écologie populaire, c'est-à-dire non pas les quartiers populaires, mais cette approche que les êtres humains ne sont pas mauvais par nature et peuvent faire évoluer leur comportement. Et nous, ce qu'on fait, c'est via la reconnexion à la nature, sa nature ou la nature en général, avec une proposition qui est mieux vivre tous ensemble sur Terre, donc avec des choses qui sont des grands sujets de préoccupation qui sont populaires, comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, le bien-être au travail, la santé humaine. C'est ça qui est populaire et l'écologie doit adresser à la fois les efforts qu'il nous faut chacun fournir ensemble et une promesse effectivement d'un mieux vivre qui s'incarne très très concrètement dans le quotidien avec cette perspective effectivement que c'est atteignable ensemble. On a un volet transformation avec les 3 fresques facteur humain, émotion, imaginaire, et un volet innovation où là on va être sur des modèles économiques et de l'innovation produits et services. Rapidement moi j'aime bien définir les termes, donc et juste après je vous présente la fresque du facteur humain qui peut-être vous permettra aussi d'avoir un schéma de compréhension ou de comment dire oui, qui donnera un cadre à la perspective contextuelle et historique que je vais vous donner. Donc le facteur humain, on parle de psychologie, et le facteur humain, c'est les mécanismes qui peuvent, souvent inconscients, qui peuvent exister entre ce qu'on pense, comment on se pense, ce qu'on pense faire, et les actions qui en découlent. Et il y a un écart entre
ce qu'on pense et ce qu'on pense faire et ce qu'on fait. Et cet écart, il peut exister aussi dans ce que les autres pensent de nous et constatent euh, euh, dans ce qu'on fait. Ce qui est intéressant dans la perspective que j'ai trouvée, c'est que dans les années 50, il y avait déjà une approche par l'économie, on reviendra là-dessus, et que il y a vraiment une contribution humaine au développement économique en lien avec la notion de capital humain. Je vais vous passer dans très peu de temps le putain de facteur humain qui est donc de Hubert Reeves. On va parler aussi de William Schultz avec le Human Element. Je vous mettrai un lien sur le GIECO qui vient de sortir une tribune sur effectivement le facteur humain comme enjeu majeur de la transition écologique et le GIECO étant un réseau de scientifiques du comportement humain qui est donc partenaire de la fresque du facteur humain. Fresque du facteur humain, alors c'est 3 heures, c'est une fresque. Elle se présente de cette façon-là en termes de plateau, avec un comportement, puisqu'on est vraiment sur le changement de comportement. Donc les participants choisissent un comportement qu'ils ont commencé à adopter, mais c'est difficile. Ils rencontrent des difficultés et donc les participants vont explorer les biais cognitifs, les émotions et plus largement d'autres facteurs humains tels que les représentations, l'attention, la motivation, les habitudes. Donc il y a un total de 11 facteurs inconscients que les participants explorent dans un moment d'introspection et de partage d'expériences pour faire que ces freins, maintenant qu'on les a mieux conscientisés individuellement et collectivement, on peut en faire des leviers du changement de comportement. C'est 3 heures, 10 participants et c'est facturé 1 500 € par session. À qui s'adresse la fresque du facteur humain? Développer sa capacité à changer en prenant conscience des facteurs inconscients, donc ça c'est pour monsieur et madame tout le monde. Accompagner les changements de comportement dans la transformation culturelle de l'entreprise, ça va être plutôt un responsable RH. Favoriser la communication et la fluidité relationnelle au sein d'une équipe, ça va être plutôt des responsables projets, et chez Nous Sommes Vivants, on est plutôt à ce niveau-là. Et faire remonter des vérités consommateurs, des points de friction. En fait, c'est aussi un atelier qui peut permettre de nourrir les réflexions stratégiques, les politiques publiques, voilà, l'écart qu'il peut y avoir entre un projet de 5 jours pour adopter des mobilités douces et finalement le dispositif en place ne fonctionne pas parce que X, Y, Z du côté des habitants d'une ville. On va souvent être sur des séminaires organisationnels, donc ça va être un temps d'inspiration, de sensibilisation. On va être sur des temps collectifs d'introspection au niveau d'une équipe, que ce soit un COMEX, que ce soit des managers qui se réunissent provenant de différentes entreprises. Ça s'inclut souvent dans des séquences de formation. Assez rarement, et c'est dommage, mais on a 2 exemples, dans des projets de transformation culturelle de l'entreprise, avec une répétition des fresques dans le temps qui nous permet d'évaluer une modification des comportements grâce à un dispositif déployé dans le temps. Donc à retenir, on intervient souvent ponctuellement, et pour vraiment arriver à une transformation, il faudrait que la fresque soit déployée de façon plus étalée dans le temps et structurée avec des objectifs. Maintenant, le facteur humain. Donc on va regarder une petite vidéo. J'espère que le son sera bien bon. Alors, il n'y a pas le son. Le problème, c'est que pour que des choses graves soient entendues, il faut qu'il y ait quelques problèmes, et un problème grave. Mm-hmm. Il y a cette habitude humaine de casser le thermomètre quand on a de la fièvre. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir,
Et il faut vraiment que ça fasse mal, c'est ça le problème. Il faut vraiment que ça fasse mal pour qu'on devienne dynamique. Et ça s'appelle au Québec le PFH. Vous savez ce que c'est le PFH? Qu'est-ce que c'est? C'est le putain de facteur humain. C'est le mot qui explique le plus de choses, bien qu'il n'explique rien. Mais tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Ouais. Il y a cette espèce de réticence à voir en face la réalité. Et quand en face, on voit que la réalité, en tout cas que les pronostics, en tout cas que les menaces sont graves, on a tendance à dire, oh, on va penser à autre chose. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non, Alors, ça continue. effectivement, haute valeur environnementale, ça sonne agréablement à l'oreille. Je vous invite tous, mes collègues députés, à lire précisément le cahier des charges de... Alors, il faudrait que j'arrive à fermer cette fenêtre, mais c'était amusant. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Comme Hélène connaît extrêmement bien le sujet, elle se retient de parler, mais... Stéphanie, Caroline, Julien. Ce qui est drôle, je trouve, c'est la réaction du journaliste, en fait. C'est que ça l'a fait sourire, mais enfin, en fait, c'est quelque chose de plus ancré dans chacun de nous, et en fait, ça vaut le coup d'aller plus loin. Après, une interview, évidemment, ça dure pas des heures, mais c'est sa réaction, j'ai trouvé bizarre. Mhm. Oui, ça lui a parlé, quoi. Il s'est senti concerné. Et qu'est-ce qu'il s'est senti concerné par quoi? Par quelle vérité? Bah, que ça nous concerne tous, mais dès que ça va nous faire changer des choses, bah, on se dit, bon, allez, non, je regarde ailleurs, hein. Ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Mm. Ah, je sais qu'il On faut aime, changer. Je sais on qu'il aime faut bien nos petits changer. conforts, sans doute. Je sais qu'il faut changer, mais... Hmm. Caroline Julien? Hélène Oui, qui enfin, dit oui, que c'est le titre de son livre, justement, pour cette bonne raison. ouais, mais ça fait du bien voilà, de le réentendre, même si Oui, il nous ça a fait du quittés bien et ça récemment, fait c'est pas vrai. du bien en même temps, en fait. Voilà, je me dis, c'est sacré bonhomme, et bon, voilà, là, je sens que moi, intérieurement, ça fait, ouais, ok, je sais, hein, que j'ai largement progressé, et voilà, j'accepte mon humanité, mais à des moments, voilà, moyennement, tu fais, alors, ok, dans quelle mesure je vois bien que je sens un peu plus en ce moment qu'il y a des moments, je dis oui, bon, enfin, j'œuvre déjà beaucoup hein, pour l'humain, pour l'écologie, il n'y a pas si longtemps, je dis une phrase en disant oui, mais enfin, moi, tous ces produits, je les utilise déjà depuis 25 ans, hein. Et là, quand je me suis entendue dire ça, j'ai fait oh mon Dieu, comment. Bah voilà, Je le pense qu'il ne PFH. s'adressait pas à toi, Caroline, hein. Ah non, 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 mais non, mais non, pas du tout. Je suis la seule pas concernée dans l'histoire, mais bon, je prends quand même la parole. Ouais, voilà. Mm. Mm. Voilà notre PFH, magnifique. Mhm. Non, je pense que les gens qui sont dans l'écologie depuis des années, leur particularité, c'est ils ont déjà beaucoup avancé dans leur trajectoire sans être parfaits, et personne n'est jamais parfait. Voilà, ils sont pas exemplaires et vraiment, enfin bref. Mais par contre, ce qui est caractéristique, c'est le fait d'avoir le poids de toute l'inaction des autres sur les épaules et se dire, oh là là, il faut que j'en fasse plus parce que d'autres en font moins. Et donc, ça donne voilà, des situations finalement assez difficiles, voire d'éco-anxiété et de surcharge. Julien, peut-être un point, sinon on avance. On avance. Voilà, on avance pour savoir ce que vous y mettez dedans. D'accord, on avance pour savoir ce qu'on y met dedans. Donc, on parlait justement hier de l'Anthropocène. Donc, je suis allé, j'ai remonté effectivement jusqu'en 1794 avec Alexandre Humboldt, qui parlait
déjà d'habitabilité de la Terre et de façon de vivre des humains sur Terre. Et en lien direct avec Philippe Descola, Humain trop humain, euh, dont voilà, je vous recommande la lecture, par exemple, Habiter la Terre autrement. Donc effectivement, une réflexion sur comment on habite sur Terre. Avec donc l'Anthropocène qui est défini comme la période d'impact des humains sur la Terre. Et donc vraiment cette main qui montre les impacts négatifs des activités humaines. Et là aussi, on avait déjà en 1778 les époques de la nature de Buffon. Voilà. Et sinon en 2000, spécifiquement, ce biologiste qui parlait de cette nouvelle phase géologique marquée par la capacité de l'homme à transformer l'ensemble du système terrestre. De quoi parle-t-on si on est un peu plus, si on descend un peu dans des choses pratiques? C'est les activités humaines depuis 1850, entre 1850 et 1900, c'est 1,1 degrés qui sont directement attribués aux activités humaines et non pas à des modifications de la position de la Terre dans la galaxie. Et Jean-Marc Jancovici a fait aussi un tableau de finalement les impacts du dérèglement climatique sur l'eau, l'agriculture, la santé humaine, je vois, etc. Pour y arriver, les grands, par exemple le GIEC qui est donc l'entité des scientifiques pour le changement ou le dérèglement climatique, il y a des trajectoires. Donc les gouvernements, voilà, par exemple, avec le pacte de Paris, il trace des trajectoires entre 2022, 2030 et 2100. Et il y a plusieurs trajectoires en vert, en orange et en rouge. Et la différence entre chaque trajectoire d'aggravation du dérèglement climatique ou au contraire d'atténuation, on peut les expliquer par des innovations technologiques, par des solutions technologiques, par des investissements politiques ou d'entreprises, mais on oublie que il y a le facteur humain qui est une variable euh, très très importante, qu'on soit un étudiant, quelqu'un qui vit dans une ville, quelqu'un de riche ou de pauvre, quelqu'un qui est en entreprise, quelqu'un qui est dans les gouvernements. Donc l'écart entre ces trajectoires est aussi un écart de humain. En général, c'est assez intéressant ce triangle de l'inaction avec un apport de bons potes à droite. En fait, c'est pas à moi, c'est pas à moi de le faire. Donc les citoyens disent c'est plutôt aux entreprises et au gouvernement. Et en ce moment, il y a une baisse des éco-gestes source ADEME et il y a plutôt un renforcement d'une attente des pouvoirs politiques. Les entreprises disent non, c'est aux consommateurs de changer. Si j'ai des acheteurs, des consommateurs de produits alternatifs, eh bien, je le ferai, mais c'est pas à moi de changer, c'est d'abord à eux. Ou c'est au gouvernement de vraiment mettre des aides, voilà, ou des barrières. Voilà. Et le gouvernement dit ah non, moi, c'est pas à moi de bouger, c'est aux entreprises ou aux citoyens. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le triangle de l'inaction, qui fait que c'est pas à moi de changer, c'est aux autres. Et Bonpote a fait toute une infographie intéressante avec des blocages humains, ce que chacun dit pour ne rien faire. Si on essaie de creuser ce que c'est que le facteur humain, c'est Nietzsche qui a parlé d'une ombre, c'est-à-dire d'une sorte de boîte noire qui existe entre ce que je dis et ce que je fais, et qui finalement introduit un espace d'incohérence
qualifié de soupçon. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre finalement avec ces êtres humains. Il y a une part de... Voilà, il y a une boîte noire, et on ne sait pas ce qui se passe, mais on constate un écart. Si on se place pas à l'intérieur de la tête et qu'on regarde plutôt de l'extérieur, il y a des personnes qui ont travaillé sur l'observation des comportements, c'est-à-dire ils observent des gens faire, et donc là ils sont sur vraiment le résultat euh, 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 des pensées, euh, ils constatent ce qui se constate, voilà. Et ils parlent de trajectoire un peu mécanique, sans ouvrir la boîte noire du cerveau, où on peut voir des évolutions dans le temps des comportements à travers des faits et des motivations. Et on peut objectivement mesurer l'évolution concrète des comportements. Par exemple, si on regarde l'évolution des achats de voitures électriques, ou si on regarde la portion d'énergie du pétrole, voilà, on peut constater des évolutions. Et sinon, par exemple, les achats de produits bio peuvent être aussi un indicateur. Et tous ces indicateurs que je viens de citer, d'ailleurs, sont sauf le pétrole, c'est l'inverse, mais sont en progression dans le sens d'une écologie. Dans le monde de l'entreprise, et non pas des sciences sociales voilà, ou de la psychologie, c'est arrivé par l'ergonomie, c'est-à-dire l'adaptation du cadre de travail aux travailleurs, avec aux États-Unis plus des recherches de performance, euh, euh, et en France plutôt des logiques d'ergonomie pour améliorer les conditions de travail. Et donc là, le facteur humain, c'est un système homme fois tâche fois machine fois situation. Et on essaye voilà, de travailler sur une meilleure performance. Moi qui aime bien les éléments économiques, Robert Solow, en 56, avait introduit le facteur humain comme dans l'équation qui explique la performance de la production de richesse en fonction des capitaux mobilisés. Et donc lui, il voyait effectivement le facteur humain comme un progrès technique, des connaissances scientifiques, la capacité créative qui finalement font que le capital financier, le capital culturel, le capital environnemental enfin, on va avoir une exploitation accrue, une performance accrue de l'exploitation de ce capital pour produire plus de richesses grâce au facteur humain. Par la suite, le facteur humain a été simplifié par progrès technologique, parce qu'en fait c'était assez difficile de mesurer la connaissance scientifique, la capacité créative, la coopération, et donc par la suite ça a été réduit à innovation technologique. Le facteur humain, on le retrouve souvent sur l'idée de faute, avec Christophe Desjours, le facteur humain. Et en fait, c'est toujours, si vous voulez, ce qui ne marche pas. C'est pour ça en particulier que le facteur humain s'est pas mal développé dans des industries comme la sidérurgie, l'aéronautique, avec des processus d'automatisation. Aussi dans la santé, parce que ça va être le risque d'un événement catastrophique. On va avoir la défaillance coupable avec Thierry Portal, et avec cette idée que, ok, l'humain peut être le facteur de risque, et que par ses actions découlent des événements dont l'occurrence est à éviter. Donc lui, il essaye de voir dans quelle mesure il y a facteur humain et événements causés par les humains. William Schultz aux États-Unis, par contre, avec Human Element, a une autre approche. Lui, il va dire que finalement, mais il est un peu dans cette même veine d'arriver avec des chiffres pour convaincre les directions générales. Lui, il va dire que en fait, si on renforce la performance des collaborateurs, ce qui pour certains est enfin, une formulation insupportable, on réussit à constituer des équipes productives. Et par contre,
quand on rentre dans sa démarche que je vais vous montrer juste après, même s'il tient ce discours qui correspond au vocabulaire ou aux objectifs de ses interlocuteurs, derrière, il est sur la confiance dans l'humain, les besoins relationnels. Donc lui, il va être sur, pareil que nous, la non-conscience, pour arriver sur des notions de confiance, de coopération, en travaillant sur les écarts d'interprétation, les peurs, les ressentis, les jugements. Moi, ce que j'ai retenu, c'était confiance. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance et cette confiance passe par la connaissance de soi et la responsabilité de chacun. Dans les thérapies cognitives, puisqu'on est en psychologie, la fresque du facteur humain se positionne sur le niveau 3. Donc, la psychologie qui vise à accompagner les changements de comportement, le niveau 1, c'est problème-solution. Donc, c'est Descartes. Mais c'est surtout les thérapies mécanistes, c'est-à-dire euh, problème-solution. Ensuite, ça va être les thérapies comportementales. Quand tu fais ça, voilà ce que tu obtiens, ça te rend pas heureux. Et la troisième, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire c'est travailler sur la conscience de soi dans un moment donné avec d'autres personnes. Jacques Fradin du GIECO, lui, parle effectivement de cet apprentissage collectif et de cette nécessité de croiser les différentes pratiques scientifiques pour faire progresser dans le monde de l'entreprise et plus largement dans le monde éducatif ou autre la conscience du facteur humain. Ensuite, moi, je suis sur une approche de revenons, connais-toi toi-même de Socrate, avec une très grande envie de l'appliquer aux enjeux de l'écologie et à la coopération. Euh, Si on rentre dans ce qui a été la genèse de la fresque du facteur humain, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est le comportement. C'est-à-dire, c'est quoi un comportement? Un comportement, c'est quelque chose que l'on constate. C'est une intention qui se transforme en action. Et on regarde effectivement comment ça se traduit. Et une action est influencée par des stimuli internes et externes. Et un comportement, c'est-à-dire qu'il y a une intention et il y a un contexte de l'intention. Et il y a le résultat de nos actions qui tous influencent notre comportement. Un comportement, c'est une action que l'on fait, que l'on constate dans la réalité. C'est voilà. Un comportement n'est pas inné, c'est-à-dire qu'on peut être influencé par son âge, par euh, sa condition sociale, le pays, et qu'il y ait une acceptabilité du comportement qui dépend aussi de représentations socioculturelles, et aussi par exemple, bah, très simplement, d'être jugé négativement si on fait quelque chose, si on ne fait pas quelque chose, la religion pouvant aussi jouer un rôle. Euh, donc, on était beaucoup sur les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est l'analyse de ce qui se passe dans le cerveau, en partie. Et un des premiers constats, c'est que 90% de nos actions sont inconscientes. Et que 300 millisecondes sont nécessaires pour prendre une décision. Donc là, c'est une prise de conscience que on ne pense pas toujours ce qu'on fait. Ce qui est normal, parce que par exemple, digérer, respirer, ce sont des choses que l'on fait de façon automatique. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du mode automatique qui est celui sur lequel on est la plupart du temps dans le cerveau, et le mode adaptatif qui est je prends le temps de réfléchir à ce que je fais. Donc on peut être en mode automatique quand on conduit une voiture sur l'autoroute depuis 2 heures, et si on décide de sortir de l'autoroute pour pas payer le péage ou parce qu'on a envie d'aller se balader ou aller dans un petit restaurant ou aller en forêt, on va passer en mode adaptatif parce qu'on prend une route qu'on n'a pas l'habitude de prendre et on regarde le paysage. Donc là, on est passé en mode adaptatif. Dans la fresque, on va être sur pourquoi c'est compliqué de changer de comportement. Et tout à l'heure, ce que disait Hubert Reeves, on va l'appliquer concrètement, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui font l'autruche. Est-ce que moi je fais pas l'autruche? Euh,
Mais plutôt que de dire tu es une mauvaise personne, ce que tu fais est nul, on va se dire que c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué et effectivement, adopter une gourde au quotidien pour aller au travail, pour ne pas utiliser de bouteilles plastiques, bah, ça va générer des questions, des réflexions de type bah, j'ai oublié, je n'en ai pas, c'est trop lourd à porter, il n'y a pas d'endroit où la remplir au travail, et puis de toute façon l'eau minérale c'est mieux que l'eau du robinet, et puis euh, donc en fait toutes ces bonnes réponses sont des peut-être des alibis ou des raisons de rien faire, mais on va se dire que c'est pas, on n'est pas mauvais, on n'est pas une mauvaise personne si on pense ça. Et la raison, c'est que nous sommes humains euh, et que donc il y a des facteurs au niveau individuel, au niveau sociétal et au niveau de notre environnement de vie euh, qui vont nous affecter. Et on a fait un travail de croisement des sciences humaines pour identifier ceux qui pouvaient avoir une dimension explicative des comportements en psychologie. Donc par exemple ici, Human Drivers Model by UNICEF, vous voyez qu'il y a des éléments individuels de l'ordre de l'intérêt, des biais cognitifs, de l'intention, de l'action, qu'il y a des éléments qui sont plus sociaux, de l'ordre de l'influence sociale, de la culture, et qu'il y a des événements qui sont plus environnementaux, qui sont les règles, les normes, ce qui est permis, ce qui est interdit, et qu'il y a aussi des enjeux de communication. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'il y avait un problème, je n'ai pas la possibilité d'acheter tel produit parce qu'il est trop cher, le, le magasin est trop loin de chez moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas dans le bon pays. Ensuite, on les a triés entre les facteurs individuels. Donc, les facteurs individuels sont ceux qui ont un effet entre la connaissance, l'intention, l'attention, l'action et l'évolution dans le temps. Donc, de façon assez pragmatique. Donc, on a retenu en vert surligné les biais, les émotions, les habitudes, l'attention, la mémoire, les motivations. Donc ça, c'est vraiment individuel. C'est ce qui se passe en moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon quotidien. Ensuite, on en a retenu certains, mais moins au niveau social, puisque là, c'est plutôt un contexte d'expression du facteur humain. Mais on a retenu quand même, par exemple, le langage. Euh, et par contre, on n'a pas exploré et retenu des facteurs de changement de comportement qui peuvent être les politiques publiques, la culture d'entreprise, le type de leadership, l'éducation. Alors, je vais rentrer dans la fresque du facteur humain et j'ai presque fini. La fresque du facteur humain, c'est c'est un atelier réflexif qui permet de faciliter les changements de comportement. Et donc, c'est difficile de changer de comportement. Euh, Ensuite, maintenant qu'on ne juge pas et qu'on accueille le fait que c'est difficile et compliqué, on va quand même se dire que c'est quand même étonnant que même quand les gens sont convaincus, ben, ils ne le font pas tous. Quand il y a un plan d'action clair, eh ben, ça ne marche pas. Quand il y a des ressources, c'est-à-dire de l'argent, du temps, eh ben, ça ne marche toujours pas. Et même quand il n'y a pas d'obstacle technique, parfois, voilà, le projet s'arrête. Euh, et pourtant, il y a pas d'obstacle technique. Et ça, c'est parce que nous sommes des humains et que donc on a une capacité à changer de comportement et un dispositif cognitif qu'il convient d'activer. La fresque du facteur humain, ça va être un moment de réflexion à la fois individuel et apprenant et collectif, puisque les échanges entre les participants font la, à moitié la qualité de l'expérience vécue, et tout ça pour décupler notre capacité à changer de comportement. On va avoir des changements de comportement de type favoriser l'entraide pour que la coopération soit la norme. Ça va être
je pourrais revenir là-dessus, mais entre quelqu'un qui nous donne un objectif général ou qui nous partage une difficulté et le comportement qui est choisi par les participants, il y a un travail à faire. Et les participants choisissent eux-mêmes le comportement sur lequel ils veulent travailler. Et les 3 heures se déroulent sur ce comportement que les participants ont changé. Par exemple, je souhaite devenir vegan, c'est un sujet sur lequel tout au début, il y a maintenant combien de temps? 3 ou 4 ans. J'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup d'échanges très très riches. Euh, il y avait des personnes qui voulaient devenir véganes et qui n'y arrivaient pas, ou des personnes qui voulaient évoluer de certains comportements alimentaires vers du flexitarisme, mais qui n'étaient pas prêts à aller jusqu'à vegan. Toujours dans cette notion de thématique, les thèmes, c'est-à-dire les comportements que les participants choisissent, peuvent s'intégrer dans un plan de changement culturel d'une entreprise. Par contre, on a besoin de passer du stade de changement culturel avec des valeurs à changement culturel avec des valeurs qui s'incarnent dans les comportements qu'on voudrait voir plus souvent euh, dans l'entreprise. Donc, par exemple, euh, oser apprendre et expérimenter des choses nouvelles, mieux déléguer, ne pas juger les autres, en particulier ceux qui ont un niveau d'engagement écologique plus bas que le nôtre, prendre ses responsabilités, tout ça vont être des comportements que quand on y réfléchit, on visualise des actions concrètes. Le déroulé de la fresque, donc, je reviens quand même sur ça. Donc, vous voyez bien que maintenant, avec un peu plus d'explication, au centre, il y a un comportement attendu, et que à partir de ce comportement attendu qui est choisi par les participants après un vote, on va travailler sur les facteurs humains comme frein et comme levier en 3 heures, 10 participants, avec un cadre de sécurité qui permet à chacun d'avancer dans sa prise de conscience sur ce sujet très spécifique de comportement attendu que cette personne souhaite effectivement euh, euh, voir progresser, et collectivement à travers des partages d'expérience. Donc, je serais ravi que vous viviez l'expérience, ça se passe comme ça. Il y a une toute petite introduction sur le facteur humain. Ensuite, il y a un comportement que chacun voudrait, que le groupe, il y a un choix collectif de comportement sur lequel on souhaite évoluer et progresser. Ensuite, on va avoir des cartes avec ce qui limite notre puissance d'action. Ensuite, on va identifier comment décupler chacun et collectivement notre puissance d'action à changer de comportement. Et à la fin, il y a une prise de recul sur l'expérience vécue. Chez Nous Sommes Vivants, j'ai introduit une session de clôture de la fresque du facteur humain qui est différente, parce que je voulais en capacité plus les personnes qui sont managers et qui souhaitent accompagner un groupe d'individus dans un changement de comportement. Je me suis basé sur le modèle transthéorique du changement de Prochaska et Di Clemente, qui, en se basant sur des comportements addictifs de type fumer, boire, drogue, qui sont extrêmement compliqués en termes de changement de comportement, ils ont identifié plusieurs étapes et donc plusieurs approches de sciences humaines, depuis la cognition jusqu'à la motivation, jusqu'au comportement, voire même avec une dimension sociologique. Et donc les cartes de la fresque du facteur humain en fin de session sur un module de 15 minutes sont catégorisées sur les 5 étapes du changement de comportement que sont savoir, vouloir, pouvoir, changer, persévérer. Savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je sais. Donc je sais qu'il faut changer, je sais qu'il y a un problème. Vouloir, c'est je voudrais effectivement faire partie de la solution. Euh, Ensuite, il y a pouvoir, c'est-à-dire je suis en capacité de changer de comportement. Ensuite, il y a changer de comportement. Et ensuite, il y a persévérer, c'est-à-dire je maintiens mon changement de comportement dans le temps pour qu'il soit stable ou que je continue d'avancer dans mon changement de comportement. Ça, c'est donc la fin de l'expérience de 3 heures, où vous voyez à droite les cartes positionnées dans les différentes catégories. Dans le plateau, vous voyez que là, il y a un thème qui est la collaboration au travail, que les participants, on leur a dit, le jour où
la collaboration au travail dans la vie de tous les jours, via l'entraide, est une réalité, et vous-même, vous collaborez plus, les gens autour de vous collaborent plus, ça se matérialise, ça s'incarne dans quel comportement? Ben, le droit à l'erreur, le droit à la parole, moins d'ego. Voilà, donc les participants visualisent ce comportement qu'ils ont envie d'adopter eux-mêmes, puisqu'on parle en jeu, et ils visualisent le jour où ils auront adopté euh, ce comportement. Ensuite, on leur demande quelles sont les émotions liées aujourd'hui lorsque vous souhaitez augmenter votre capacité à collaborer, mais que vous y arrivez pas. Ben, je peux être frustré, fatigué, en colère. Donc on parle toujours en jeu. C'est moi et mon fonctionnement par rapport à ça. Et ensuite, on va leur demander, il y a des cartes biais cognitifs, par exemple, le biais de conformité, le biais d'autorité. Donc là, les participants par groupe, par duo, vont prendre conscience, enfin, prendre connaissance de ces biais cognitifs et voir en quoi, très précisément, ce biais-là peut être un facteur explicatif de leur difficulté à évoluer dans ce changement de comportement. Ensuite, il va y avoir des cartes comme aussi euh, les habitudes ou la motivation. Et tout ça, c'est dans la première partie de la fresque, c'est des choses qui nous freinent. Et ensuite, on introduit des cartes vertes et mauves qui, dans la dernière séquence d'une heure, font réfléchir les participants à qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place maintenant qu'ils ont pris conscience que ça les freinait pour augmenter leur capacité d'agir. Cette fresque, elle est donc soutenue par Humans Matter. Vous voyez aussi donc le GIECO IPBC et Nous sommes vivants. Voilà, je peux répondre à vos questions et peut-être vous donner un exemple de ce que vous allez pouvoir vivre. Que pour les entreprises, la fresque, elle est adaptée ou c'est toujours le même modèle? Alors, toutes les fresques ont été pensées pour le milieu professionnel et par extension les collectivités territoriales et par extension le grand public. Et donc, c'est un outil qui est très bien reçu par les entreprises sur des enjeux de prise de conscience du facteur humain, parce que dans certains... Alors, ça fonctionne très bien dans des contextes d'ingénieurs. Donc, on a travaillé avec euh, voilà, différentes structures qui sont caractérisées par, par exemple, le CNRS. Mhm. Et donc, on a des publics qui n'ont pas cette intuition naturelle de comment fonctionnent les humains. Ils ont une vision assez mécanique. Enfin, mécanique, j'exagère peut-être un peu, mais je pense que vous avez compris. Oui. Et puis, ça va être aussi, par exemple, avec Roule, la compagnie d'assurance. Moi, j'avais tout le COMEX et c'était comment on prend un temps pour mieux comprendre quand on parle d'impact environnemental et sociétal et de performance économique, euh, mieux fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dire, on est d'accord, mais il y a des écarts entre ce que on dit, ce qu'on ressent quand quelqu'un s'exprime, ce qu'on comprend. Et donc, on aimerait utiliser cette fresque pour plus de fluidité euh, euh, entre nous lorsqu'on aborde ces sujets qui sont complexes. Mm. Ça peut être au niveau d'un projet, une équipe qui veut augmenter euh, sa qualité relationnelle, euh, par exemple parce qu'il travaille à distance et il y a des incompréhensions mutuelles. Il fait que le comportement qui est choisi, il est collectif finalement pour une entreprise. Ils ont identifié un problème et c'est pas chaque personne arrive avec son comportement qu'il voudrait changer. D'accord, cette question est intéressante. Donc, ça serait manipulatoire que d'imposer un sujet. D'accord. Donc, la façon dont on s'y prend, c'est que quand on a un commanditaire,
Par exemple, on peut être sur un enjeu de diversité culturelle dans l'entreprise. Mais on peut pas mettre au centre de la fresque euh, à- euh, recruter plus d'étudiants issus de la diversité dans 3 semaines. Donc, on va dire, nous souhaiterions vous proposer, sur base de volontariat, une expérience de la fresque du facteur humain pour augmenter notre ouverture culturelle euh, en tant qu'entreprise marque employeur. Ceux qui souhaitent venir peuvent venir. Ensuite, ceux qui viennent, qui connaissent l'enjeu, ils vont poser le comportement, c'est-à-dire ne pas, enfin, ça peut être, enfin, allez, Thibaut va dire ne pas juger les autres sur leur tête. Quelqu'un d'autre va dire quand j'ai 3 CV, enfin, m'assurer que quand j'ai 3 CV, il y en a au moins un issu de la diversité. Euh, 3, je sais pas, Hélène va dire euh, poser des questions pour m'enrichir culturellement. Voilà. Et ensuite, on va voter. Et si par exemple, il y a 6, 7 votes sur euh, m'assurer que quand il y a 3 CV, il y en a un qui est issu de la diversité, c'est le sujet qui va être choisi. D'accord, ok. Et les participants s'expriment dans un cadre sécurisé. Quelqu'un qui dit ah mais moi j'ai pas choisi ce thème-là parce que vraiment je trouve ça totalement débile ce genre d'approche par les quotas. Enfin, je dis n'importe quoi. Euh, les autres, enfin comment dire, on peut pas juger. On va accueillir sa réflexion et sa prise de conscience et la personne va peut-être aussi dire à la fin de session je comprends mieux la position des autres, je ne ferai pas évoluer la mienne. Mhm. Et tout ce qui sera dit sera confidentiel et on ne va pas rapporter ça à d'autres. Et des fois, la présence du manager est plutôt un levier qu'un frein. Et souvent, les solutions qui en émanent sont plutôt des solutions individuelles, plutôt que des critiques de l'organisation ou des patrons. Parce que les Mhm. gens ont pris un temps de réflexion. Et le succès de ce genre de démarche, c'est la clarté, bien sûr, et c'est la qualité des participants et le moment relationnel, etc. Mais c'est le fait d'avoir pris le temps. Mhm. En fait, s'il y a un écart aussi grand entre ce que je sais et ce que je fais, c'est que j'ai pas pris le temps de réfléchir, ou de le ressentir, ou d'en parler. Caroline Julien. Après, on clôt avec Hélène qui aura peut-être une ouverture plus large. Alors, je suis désolée, j'ai eu une urgence, j'ai dû répondre à un appel, donc je reviens tout juste. Voilà, D'accord. Bon, bah, ça a été j'ai pas... enregistré, je t'envoie le replay. Ouais, merci. Voilà. Julien se dit, j'irai faire l'expérience, il a coupé le son. Ça va mieux comme ça? Ah ouais, ça va bien avec le son. Ouais, ouais, bah, outil très intéressant. J'aime bien les fondements théoriques scientifiques sur lesquels vous appuyez. Moi, ça me donne envie alors soit de la faire, soit d'en comprendre les mécanismes, parce que je suis aussi facilitateur en intelligence collective et je vois un très bel outil de groupe et de transformation. Alors merci, spécifiquement sur l'outil ou la formation. Déjà, la formation, vous avez un guide extrêmement, tout particulièrement dense, parce que euh, les émotions, c'est déjà toute une bibliothèque, quoi. Donc il y a une certaine densité de concepts. Donc ceux qui font la formation pour mieux comprendre tous ces concepts d'un coup, ils sont satisfaits parce qu'ils ont ce guide. Voilà. Ensuite, moi, ce que ça m'a apporté, c'est une carte mentale pour analyser une situation en fonction de 10, 11 indicateurs. Ce que j'avais pas conçu. Enfin, je savais qu'il y avait, par exemple, un problème de motivation et que dans ma gestion de projet, j'avais une difficulté qui était que comme je pensais que mon idée était géniale, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne passaient pas plus de temps. Donc j'avais identifié qu'il y a un problème de motivation bon, voilà, où j'avais identifié que quand on stresse les gens, ou on est soi-même stressé, il y a des émotions. Voilà.
Mais j'avais pas identifié tous les paramètres. Et maintenant, je vois, ça m'aide beaucoup dans une situation de voir un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe à travers cette carte mentale. Ensuite, les participants et les animateurs, ce qu'ils trouvent intéressant, c'est que c'est un processus structuré qui permet de faire évoluer progressivement une réflexion individuelle et collective. Donc souvent c'est bien parce que justement c'est structuré. Euh, que les thématiques, donc finalement on passe par l'exemple et non pas je vais vous expliquer ce que c'est que le climat et l'acidification des océans. Donc en fait, voilà, c'est la théorie et c'est la pratique et c'est votre quotidien. Au final, dernier point, les animateurs qui réussissent bien sont des gens qui sont déjà bons en facilitation. Enfin bon, ce sont des facilitateurs d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc faciliter, c'est un prérequis. Ensuite, s'intéresser aux facteurs humains, c'est un autre prérequis, avec cette envie comme ça de porter ce sujet. N'est pas un prérequis le fait d'être expert de ces sujets-là, parce que il s'agit essentiellement de faciliter, de faire en sorte que tout le monde prenne la parole, prenne connaissance de ce qui est écrit sur les cartes, et qui est une dynamique collective saine et fructueuse. Mais l'animateur n'est pas un expert de tous ces sujets-là, et on ne vise pas à être un consultant qui apporte des solutions sur une dynamique collective. Voilà. Ça plaît à des animateurs qui sont, enfin, des animateurs, oui, voilà, des animateurs ou des facilitateurs qui ont par ailleurs une expertise en communication non violente, en dynamique coopérative, en gouvernance, et qui voient la fresque comme quelque chose qui leur permet qui leur ajoute une corde à leur arc, et qui par la suite s'intègre à leur offre de conseils, de coaching. Euh, voilà. Merci. Peut-être Hélène, et je pense qu'on va bientôt finir parce que j'ai dû être rapide cette fois-ci. Euh, ouais, je trouve l'outil assez génial. Moi, je l'avais expérimenté avec la fresque des émotions et Hmm. j'avais trouvé l'outil extraordinaire. Bah, c'est comme je suis, enfin, enfin, comment dire, cette structure, je l'ai adaptée sur la fraise des émotions. Et attention, les deux fraises sont différentes, hein. Ouais, ouais. C'est Non, deux. non, mais j'entends, je te parle juste de la dimension La dynamique, le fait que ce soit des cercles et que ce soit un partage d'expérience, oui. Et que ce soit ouais, structuré. Hmm. ouais, ouais, la structure, tu sens que c'est une structure qui est assez stable et pérenne, donc ça, c'est pas mal. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce double mouvement, à la fois individuel et collectif, qui est extrêmement coopératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement cette espèce d'autoritarisme à dire, voilà, tu parlais par exemple du sujet qui va sortir, qui va émerger. Il y a cette dimension collective que je trouve assez forte et puissante pour faire émerger des prises de conscience fortes. Et moi, je suis hyper convaincue de l'outil. Bon, après, le sujet, c'est évident, je suis convaincue aussi. Donc, voilà. Mais oui, oui, je trouve la mécanique assez géniale. Et effectivement, au bout de 3 heures, il se passe vraiment des choses. Et on sent que les individus, il y a des lignes qui bougent. Euh, et puis aussi, on le sent de manière inconsciente sur la dimension collective. Donc, ouais, je suis assez convaincue. Oui, c'est vrai que c'est un point, merci, c'est adorable. Et oui, donc c'est vrai que dans le monde du coaching, il y a assez peu d'expériences collectives. C'est souvent un coaching individuel ou un coaching d'équipe, mais il y a assez peu d'outils qui visent à faire émerger quelque chose de façon collective, sans attente, sans être descendant et sans attendre un résultat concret. Quand on fait du coaching d'équipe, bien sûr, c'est collectif et bien sûr, on attend un résultat concret. Mais là, vous voyez, on est beaucoup plus en émergence.
Ouais, enfin, je me permets juste, moi, pour avoir animé beaucoup de codev, par exemple, les co-développements, c'est que ça doit s'inscrire sur la durée. Tandis que là, au moins, la fresque, voilà, tout le monde participe sur une problématique qui va concerner tout le monde et pas uniquement une personne ou qui va demander que tout le monde, Mm. après, puisse faire sa proposition de problématique. C'est différent, hein, ça agit à un autre C'est très niveau, mais différent. Moi, j'avais, il y a je m'étais dit que la suite logique de la fresque de facteur humain, c'était du codev. J'avais imaginé aussi une autre suite possible qui était de l'ordre de mise en scène de scénarios de l'entreprise où les participants font un peu du théâtre forum, vous voyez. Donc le matin, on fait la fresque, l'après-midi, on fait des mises en scène à travers le théâtre forum, nous permettent de visualiser mieux parce que certains sont sur scène, d'autres sont assis, il y a un échange. La fresque de facteur humain et codev, ça donne que les participants volontairement, après avoir fait, je sais pas moi, 100 personnes, donc 10 fois 10 sessions, se disent tiens, j'ai envie quand même de, de- d'avoir un moment dédié dans mon agenda pour m'accompagner dans cette progression que je souhaite. Voilà. Moi, par exemple, je sais que si enfin, voilà, je ne mets jamais des choses personnelles à l'agenda, et si je les mettais à l'agenda, peut-être que je procrastinerais moins. Et sinon, c'est vrai que quelque chose qui m'avait marqué, c'était comment ça s'appelle, ces cercles de confiance là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les constellations. Il y a quelque chose dans l'ordre des constellations, et puis effectivement, c'est difficile de parler de conscient et d'inconscient et de conscientisation euh, dans le monde dans lequel on est. Donc en général, on ne parle pas de ça et on parle de sciences cognitives. Et le guide d'animation est quand même très fourni en chiffres, en études, en citations de scientifiques ou d'experts du changement de comportement, en exemples, qui permet finalement de passer par l'intelligence plutôt que la pleine conscience. Et là, il n'y a pas d'erreur. Enfin, comment dire, dans ma connaissance de ce grand monde, je trouve qu'il y a une articulation saine et qu'il n'y a pas de. Que ça reste du bon sens au final de la journée, quoi. Du bon sens bienveillant, quoi. On n'est pas en train de dire que parce qu'on a étudié les rats qui se battent pour du sucre, si on donnait plus de sucre à certains et moins de sucre à d'autres, on vivrait mieux sur Terre, quoi. Bon, bah très bien. Bah super. Je coupe la vidéo comme ça si vous avez quelque chose de particulier.